On venait de Bourrès, là. Enfin, je sais pas comment est le village. Je m'étais toujours dit, j'irais, parce que j'ai beaucoup conduit et j'avais ma voiture, etc. Donc, et je m'étais dit, il faudrait que j'y aille quand même, aller voir, évidemment, ceux qui nous ont reçus doivent être décédés, parce que mes parents ont continué à avoir des relations avec eux, parce qu'ils avaient été tellement sympathiques de recevoir des gens comme ça. Alors on est rentré à Bougival, donc on a trouvé les maisons occupées par des simples troufions, si je peux dire. Quand on est arrivé, la maison de ma grand-mère, enfin, qui boitait parce qu'elle avait de l'arthrose de hanche, mes deux grands-mères d'ailleurs. Et donc, on est arrivé et on a trouvé, c'était un capitaine qui était là. Un capitaine de je sais pas quoi, enfin rien de flambant. Et le capitaine habitait dans notre maison, enfin la maison, oui, où j'étais avec ma sœur, avec mes parents, ma grand-mère, etc. Et ils habitaient là. Et dans les chambres, dans les lits, les plumards, etc. Tout était normal. Et donc, quand on est arrivé, le capitaine, mon père parlait un petit peu allemand parce que il avait été prisonnier pendant la guerre de 14, donc il avait appris un peu d'allemand. Et donc ils ont discuté et on a dit que ma grand-mère était malade, etc. Donc ils ont bien vu qu'elle c'était une assez forte femme. Et elle avait sa canne, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle avait beaucoup de mal à monter l'escalier, enfin bon. Et donc, ce capitaine, alors est-ce qu'ils avaient des ordres, est-ce qu'il était particulièrement gentil? Nous, on ne parlait pas, on ne disait rien. Et donc, ils nous ont rendu la maison de ma grand-mère, tout en gardant une chambre qui était au 2e étage, et qui était, alors, j'étais assez curieux, mais bon. Et là, ils ont gardé ça pour le capitaine. Le capitaine est resté dans la maison, les soldats sont partis dans la maison des gardiens, qui n'étaient pas revenus leur truc, qui était dans le haut du jardin. Et nous, on voyait ça, on avait récupéré notre chambre avec ma sœur, et là, on avait des volets en bois. Et donc, les parents nous avaient dit, surtout, vous mettez pas aux fenêtres, vous restez là, vous bougez pas, vous laissez la fenêtre fermée, enfin, les volets fermés. Et alors, on les entendait, il y avait un jardin, pas très grand, mais avant la route qui était la route de Paris-Saint-Germain. Et là, devant, le capitaine faisait venir ses soldats qu'il avait avec lui, et il faisait la révision. Alors ils étaient tous alignés comme ça, on les voyait à travers nos volets, et donc il vérifiait comment la tenue des gars. Et il regardait si les boutons étaient... je me souviens de ça, de l'avoir vu tournicoter les boutons pour voir s'ils étaient bien cousus, etc. Et il y en a un qui avait... Je ne sais pas, on n'a pas très bien compris. Et le capitaine s'est mis à hurler. Et le type s'est mis par terre, allongé par terre. Et il est resté comme ça pendant un bon bout de temps. C'était la punition. Alors ils étaient repartis après. Et alors le capitaine avait demandé à garder une chambre chez nous, donc au 2e étage, parce qu'on avait une cuisinière qui était polonaise ou je ne sais pas, étrangère, mais qui était employée comme cuisinière chez nous, qui n'avait pas voulu partir de là. Et elle n'était pas venue avec nous, elle a bien fait, elle était restée là tranquille. Mais le capitaine l'a trouvée à son goût, et donc il voulait rester avec la cuisinière. Donc il a gardé la chambre du 2e étage.
Et alors, il avait demandé en bas, à avoir une pièce en bas. Donc on lui a donné le salon qui donnait sur la rue. Nous, on avait gardé, comme il faisait beau, on avait gardé la salle à manger qui donnait sur le jardin, au soleil, pour pouvoir prendre des repas. Puis la cuisine était la même. C'était dans la cuisine. Mais alors ce qu'il mangeait, on n'en aurait pas mangé la moitié. C'était une horreur. Il mangeait un espèce de pain fabriqué avec de la cire de bois et je sais pas quoi dedans, qui ressemblait à du pain comme moi je reçois un évêque. Et donc, il était... Et donc, il mangeait des tartines de ce pain avec dessus, pas du beurre, il savait pas ce que c'était que le beurre. Et ils avaient mis une espèce de margarine, je sais pas quoi, du gras dessus, épais comme ça. C'était son dîner. Mais nous, on mangeait beaucoup mieux, déjà. Parce qu'il y avait quand même des potagers autour, etc., pas chez nous. Mais... Et donc, on est resté comme ça un bon bout de temps, jusqu'à temps qu'ils partent. Et c'était des régiments qui étaient voués à l'échec. Et ils partaient, ils repartaient pour aller envahir l'Angleterre, c'était le but. Donc ils sont tous partis, tout a été... On a retrouvé la maison, ça a été fini. On les a plus revus. Et ensuite, on est revenu à Paris régulièrement. Moi, je suis retourné dans mon cours. Et puis, j'ai pas fini. Hein. J'ai pas passé mon bac, j'ai pas fini. Et donc, on est retourné à Paris. Et à Paris, c'était idéal parce qu'on était en vélo. Toutes les rues étaient vides, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Oh, c'était extraordinaire. On allait voir. Alors notre grand-mère qui habitait avec nous à Bougival avait loué un appartement qui était près de la gare Saint-Lazare. Et nous, on était derrière, enfin on a été là où je vous disais, au boulevard Henri IV, là. Et puis après ça, en 42 ou 43, ma grand-mère paternelle est décédée, en 42 je crois. Oui, ça devait être en 42. Il est décédé, et puis là, mes parents ont déménagé et ont loué un appartement qui était derrière le Grand Palais. Et donc là, c'était un grand truc énorme, avec des vitres énormes, et je ne sais pas combien, 3,50 mètres, 4 mètres de plafond, c'était... Oui, un truc énorme, énorme, énorme. Là, on a reçu les copains. On a dansé. On s'était procuré, je ne sais pas comment, des disques de musique de jazz, enfin de la musique américaine et anglaise, etc. Et qu'est-ce qu'on a pu danser? On a été tout un groupe de copains. Et quand on était invité, les filles devaient amener leurs danseurs. Nos cavaliers étaient acceptés par les parents et eux étaient chargés de nous faire rentrer bien avant minuit pour pouvoir rentrer à minuit chez eux. Parce que alors les copains qui étaient trop tard et qui se faisaient arrêter par la police française ou allemande, les arrêtaient et les amenaient dans leur commissariat de police et leur punition, c'était de cirer les bottes des Allemands pendant toute la nuit. Il y a une cire spéciale. Une cire spéciale pour les bottes. Nous, on n'était que deux filles, donc on avait des amis qui avaient des frères. Donc on mélangeait tout, puis les écoles étaient... Il y avait l'école des garçons, l'école des filles, etc. Enfin bref. Là, Dieu sait qu'on a dansé.
Ce qui était plus embêtant, c'était l'hiver, c'était le froid. Parce qu'il n'y avait rien pour se chauffer. Ça, alors, pour faire les devoirs avec des mitaines, on se tricotait des trucs, on se fabriquait des chaussures, on se fabriquait des trucs. On avait de l'imagination. On achetait des semelles en bois, des semelles en bois. Il y avait des espèces de matières qui n'étaient pas du plastique, à l'époque ça n'existait pas, mais qu'on collait sous le bois pour pouvoir marcher. C'était des semelles compensées. Et puis il y avait une autre semelle qu'on mettait. Alors on se fabriquait des chaussures, le dessus des chaussures, avec du tissu, avec ce qu'on trouvait. Et puis on recollait le bas. C'était assez pénible de marcher avec ça. Mais bon, on y arrivait. Moi, j'étais contente parce que ça me faisait au moins ça de talons. Donc j'étais moins petite. Ah bah oui, oh, ça l'histoire des Juifs, ça a été, à l'époque, on habitait donc du côté de la Bastille. Bon, c'est là où, boulevard Henri IV, etc. Et derrière, avec mes amis de classe, on n'était que des filles, donc on se promenait. Et donc, quand on sortait, on se baladait, on se raccompagnait l'une l'autre dans tout le quartier. Et il y avait surtout beaucoup de petits. C'était surtout des artisans qui travaillaient. On avait l'habitude. C'était pas un quartier chic du tout. C'était pas des boutiques chics du tout. C'était que des artisans. On pouvait faire n'importe quoi. Et puis un beau jour, on entend parler de l'histoire qu'il y a des Juifs qui. Moi, les Juifs, sincèrement, on n'en parlait jamais. 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 Moi, en tant que catholique, ce que je savais qui était anti-catholique, etc., c'était les protestants. Mais les Juifs, jamais. Jamais. Et donc, un jour, je vais avec mes copines en sortant de classe, je les raccompagne comme d'habitude, je fais mon petit tour, et je vois tous les petits artisans avec une étoile jaune. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, ce truc-là? Je n'avais pas compris du tout ce que ça pouvait être. Alors, je rentre à la maison, je raconte ça à la famille, je dis ça à mon père, à ma mère, pour le déjeuner. Alors, je me revois tout à fait. Et alors, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoile jaune? Oh, me dit mon père ou ma mère, je ne sais plus, me dit, mais c'est affreux, c'est sur les Juifs, tous ceux qui sont Juifs doivent se mettre une étoile jaune sur leurs vêtements, pour savoir qu'ils sont Juifs. Mais j'ai dit, mais j'en ai vu plein dans les boutiques. Ben, elle me dit, oui, ce sont des petits métiers qui sont faits par des Juifs. Alors je dis, mais c'est pourquoi faire ça? Ah, mais ça, les Allemands, ils ne peuvent pas voir les Juifs, donc ben, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais voilà, c'est comme ça. Alors je réfléchis, puis je dis à mon père, je dis, mais alors, finalement, si tout le monde se met ça, ils ne sauront pas qui est juif et qui ne l'est pas. Alors là, mon père m'a dit, oh, mais si tu savais ce qu'ils en font, et ils sont complètement anti-juifs, etc. Donc, si on veut vivre, il ne faut pas avoir d'étoiles jaunes. Ah ben, j'ai dit, bon, parfait. Et tout cela ont été raflés, la fameuse rafle du Veldiv, là, etc. Nous, on était absents. On n'était pas là, on n'a pas vu ça. Mais c'était ça. Et donc on savait qu'il y avait des camps qui étaient anti-juifs. Mais on ne savait pas du tout ce qui s'y passait.
on ne pouvait pas imaginer une seconde ce qu'ils ont pu faire. On ne pouvait pas imaginer une seconde que l'homme soit rendu à un tel niveau. C'était abominable, abominable. Et puis il y a eu le service du travail obligatoire, le STO. Et alors là, on a eu des amis de notre âge qui sont partis pour devenir résistants, qui sont partis en forêt, à la campagne, etc. Et les autres, quelques-uns qui ont été pris pour aller travailler en Allemagne. On n'avait pas de résistants dans la famille, enfin, moi j'avais essayé par des copains que je savais, bon, j'avais essayé et on me disait non, les filles non, c'est pas pour les filles. Alors qu'il y a eu des femmes résistantes qui ont fait très beau travail. Mais là, j'étais trop jeune, je sais pas, enfin bon, j'ai jamais pu. Jamais pu, non. On habitait derrière le Grand Palais, donc il y a eu, à un moment donné, une bagarre entre des résistants. Quand Paris, la bagarre à Paris, c'était extraordinaire. Ça, on a vécu ça très bien. Et ce qui était curieux, c'est qu'il y avait la bagarre dans Paris. Pour arriver dans Paris, c'était la troupe du général Leclerc, et qui rentrait dans Paris. C'était les Américains nous ont laissé faire pour que ça soit Paris soit libéré par des Français. Et donc ils sont arrivés par la route d'Orléans à Paris. Et alors là, on avait des amis qui étaient en banlieue, là, qui ont téléphoné aux parents. Pendant qu'ils se bagarraient pour rentrer dans Paris, et les Allemands ne voulaient pas reculer, etc. Enfin bon, il y avait la bagarre. Et eux, ils nous téléphonent en nous disant « Oh, ben, il y a des voitures qui viennent qui sont de l'armée du général Leclerc, qui sont dans la rue, qui arrivent, on va être libérés, ça y est, ça commence, etc. » Et au téléphone, j'ai trouvé ça extraordinaire de penser ça. Quand il y a eu le grand défilé aux Champs-Élysées, on avait l'habitude de voir quoi? Défiler les Allemands avec leur musique et les bottes c'était très particulier. On les entendait de chez nous, c'était quand même un peu plus loin. Et puis, bon, alors il y a eu la libération de Paris et le défilé avec De Gaulle. Alors là, on savait qu'il y avait pendant tout ce temps-là, moi, je devenais de plus en plus gaulliste. Et donc, comme l'appartement de mes parents était tout au bout de d'une avenue qui part du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à la Seine, on était du côté de la Seine, on était loin des Champs-Élysées quand même, mais on voyait que tout le monde se précipitait pour aller aux Champs-Élysées. Et donc, on s'est dit, moi j'ai dit à ma sœur, écoute, on va y aller, mais moi je vais rien voir, parce que, bon, vu ma taille, je me suis dit, je vais rien voir, comme d'habitude. Alors, on avait, comme l'appartement était très, très haut de plafond, on avait un escabeau à l'ancienne, en bois, qui était pour faire des vitres et des machins très hauts. Avec ma sœur, je lui ai dit, allez, hop, on prend l'escabeau. On a pris l'escabeau, on n'a pas de photo, tout ça, c'est dommage. Mais on ne prenait pas de photos comme ça à l'époque. Et donc on a pris l'escabeau, on est allé jusqu'aux Champs-Élysées, et là, je me montais en haut de mon escabeau, je voyais au-dessus des têtes. Et j'ai vu comme ça De Gaulle descendre les Champs-Élysées et passer, aller à Notre-Dame, où il a été fusillé. Il y avait des tireurs qui tiraient des toits. Ils étaient sur les toits, ils tiraient. Parce que c'était des anti-résistants qui voulaient tuer le maximum de gens. Et là, De Gaulle est parti à Notre-Dame pour faire un tédéum. Et c'était pareil, dans Notre-Dame, il a été visé. Il y avait un type avec des fusils.
Oui, il y en avait sur les toits. Et même nos toits à nous, ils en tiraient de notre toit à nous, puis ils sautaient d'un toit à l'autre pour se sauver. C'était des gens qui étaient contre De Gaulle et pour les Allemands. Il y en avait quand même, pas mal. Donc c'était la fin de la guerre, mais les Allemands étaient toujours là. Et donc, oui, si j'ai eu mon bac, j'ajoute honnêtement, si j'ai eu mon bac, c'est grâce au bombardement qu'il y avait dans Paris. Et donc, j'ai pas pu passer ils n'ont pas pu réunir les jeunes pour leur faire passer des examens oraux, et surtout en anglais. J'étais nul en anglais. Et donc, pour pas écrit ça allait, mais pour parler, j'étais nul. Et j'avais la trouille de ça. Pour avoir mon bac, j'avais la trouille. Et ils ont supprimé cet examen-là à cause des bombardements. Ils ne voulaient pas rassembler trop de gens au même endroit à cause des bombardements. Donc, quand j'ai su que l'anglais oral était supprimé, je me suis dit, alors là, peut-être que je vais y arriver. Et grâce à ça, j'y suis arrivé. Voilà. Mais je ne savais pas quoi faire après. On était en pleine guerre encore, c'était pas fini. Hein. Alors, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais avec une sœur de mon beau-frère, qui était une superbe jeune fille, mais qui était comme moi, qui n'avait pas eu son bac d'ailleurs, mais qui était comme moi et qui ne parlait pas anglais. Donc on est allé voir les militaires, et je me souviens à Paris, pour demander ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on peut s'engager, est-ce qu'on peut être utile, est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. Et donc la femme militaire, il y avait très peu de femmes, mais il y en avait quelques-unes, qui nous avait reçus, était très aimable. Et donc mon amie, la sœur de mon beau-frère, s'appelait de quelque chose. Bon. Mais elle parlait pas anglais. Et moi non plus, parce qu'on n'avait pas pu aller en Angleterre ni rien du tout, donc ça ne servait à rien. Alors elle nous a bien interrogés, et puis elle nous a dit, qu'est-ce que vous allez faire dans l'armée? Vous allez être serveuse dans une cantine, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas votre permis de conduire? Je dis, ah non, malheureusement, non. On ne pouvait pas passer le permis de conduire, on n'était pas majeur. Et puis on était majeur à 21 ans. Donc, il n'y avait pas moyen, il n'y avait rien à faire. Donc je me suis dit, mais moi je veux faire quelque chose quand même, je ne peux pas rester à rien faire comme ça. Et il y a une amie qui me dit, elle me téléphone et qui me dit, tu cherches toujours quelque chose? Je dis oui, je cherche. Elle me dit, écoute, va voir la Croix-Rouge, ils récoltent. Bon, ils embauchent. Alors je vais voir la Croix-Rouge, et puis je leur dis ce que je sais faire, enfin, c'est-à-dire rien, ou presque rien. Alors ils me disent, bon, bah, c'est très bien, on va vous faire passer quelques examens, et puis on vous engage, vous subirez un certain entraînement, on vous expliquera pourquoi. Alors ils avaient décidé, la France, qui était libérée à l'époque, la France avait décidé de rapatrier, évidemment, on savait que tous les Français qui étaient en Allemagne, qui avaient été déportés, qui avaient été des militaires qui étaient prisonniers, etc., et des civils qui avaient été raflés par les Allemands, et voulaient rentrer en France, évidemment, mais qu'il fallait faire un passage pour savoir exactement qui ils étaient, s'ils n'étaient pas des espions allemands qui rentraient, s'ils n'étaient pas ceci, s'ils n'étaient pas cela, s'ils étaient ci, s'ils étaient là, etc. Donc il fallait des centres. Alors on nous a expliqué à la Croix-Rouge qu'ils allaient faire des centres, mais en Allemagne, puisqu'ils étaient déjà partis en Allemagne, bon, les militaires. Donc on pensait qu'il y aurait plusieurs centres
pour rapatrier, par le train bien sûr, rapatrier les Français qui étaient en Allemagne, pour diverses raisons. Donc il fallait qu'ils passent par un centre comme ça pour avoir des papiers civils, militaires, de santé, etc., etc. Et alors, moi, je suis resté là et j'ai appris à me servir d'un appareil qui était fait pour prendre des photos des radios des poumons, pour voir si les gens qui venaient étaient tuberculeux ou pas. Donc j'ai fait ce truc-là. J'ai été reçu pour manipuler parce qu'il fallait prendre l'épaisseur de la poitrine pour régler l'appareil suivant les trucs. Enfin bon, bref. Donc j'ai reçu, j'étais là et ils m'ont dit, vous restez chez vous et un jour on va vous appeler pour venir travailler quand on a fait les centres. Et puis un beau jour, j'étais chez mes parents et on a téléphoné pour dire qu'il fallait que je sois à la gare d'Orsay. C'était une gare à l'époque. Il n'y avait pas de musée. Donc, rendez-vous à la gare d'Orsay demain ou ce soir, ou je ne sais plus. Le soir, je crois que c'était à 8 h du soir ou un truc comme ça. Donc, je m'y suis rendu et j'ai retrouvé d'autres Croix-Rouges qui étaient à peu près de mon âge et pareil, on avait fait le même chemin. Donc, on était en uniforme Croix-Rouge. Et là, j'ai vu mon premier train débarquer, des êtres qui étaient censés être des hommes. C'était des carcasses, on ne peut pas dire d'autres, maigres, enfin dans des états pas possibles. Pour la petite bourgeoise parisienne, bien tranquille et bien ceci, cela, c'était un bouleversement inimaginable d'imaginer que des hommes puissent faire ça à d'autres hommes. C'était tellement, enfin, innommable, innommable. Donc on a fait défiler tous ces pauvres hommes. Après ça, ils ont été pris en charge ailleurs. Et ils étaient sortis du camp de Buchenwald le matin même. Et c'était des Américains qui avaient trouvé le camp et qui avaient pris toutes les sommités qui étaient dans le camp, parce qu'il y en avait. Par exemple, il y avait un général français avec son fils qui était militaire aussi. Ils étaient tous les deux ensemble, le général Charles. Et ils défilaient. Alors il y avait tout un parcours à faire, et nous on était à la fin. Et donc ils étaient tous à poil, complètement nus. Donc déjà c'était quand j'ai vu le général Charles, qui était quand même un homme que je connaissais pas, mais j'avais ses papiers d'identité. Et quand il a vu que c'était des petites jeunes filles comme ça, tout, il était scandalisé, lui, d'être obligé d'être nu devant nous. C'était très difficile, quand même. J'ai compris plus tard. Bon, enfin, nous, on était un peu comme ça, parce qu'on ne savait pas comment les prendre, les toucher. Ils avaient une peau comme une peau de crocodile. C'était... Bon, enfin, c'était le soir. Et je suis rentré à 2 h du matin chez moi à pied, le long de la Seine, je me souviens, et je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir raconter ça à mes parents. C'est pas possible. Et je suis resté presque une semaine sans leur parler de ça. Parce qu'ils ont lu ça dans le fil de leur journal, dans le journal qu'ils avaient tous les jours. Évidemment, ils ont fait des photos, ils ont fait des trucs, ils ont expliqué ce qui se passait, parce que personne ne savait comment étaient les camps. Enfin, il y en avait qui savaient, mais bon. Tous les gens en général, on savait qu'il y avait des camps, mais on ne savait pas comment ils y vivaient. Et donc ça a été comme ça au début. Puis après, on m'a envoyé en Lorraine.
Et donc, je suis parti en Lorraine, je ne connaissais pas du tout. Pour le 1er mai, je me souviens, il n'y avait pas de muguet. Alors moi, la parisienne, j'étais scandalisée parce que je ne trouvais pas un brin de muguet. Mais il faisait pas beau du tout. Enfin bon, bref. On était... donc là, c'était une usine, des usines Solvay, qui avait tout le village et tout le... Et donc je suis resté là, et là, ils avaient fait tout un centre où je suis resté pendant des mois. Et mon mari, ses parents habitaient là parce que mon beau-père travaillait aux usines Solvay. Et donc je l'ai connu parce que il y avait des filles qui le connaissaient, ces jeunes filles du bled à côté, qui venaient, qui étaient des scouts, qui se connaissaient toutes et qui venaient nous aider à travailler, qui l'ont amené, on se réunissait le soir, on buvait du cognac. Il y avait des jeunes garçons qui étaient étudiants en médecine, qui étaient venus là, qui servaient de médecins. Donc ils couraient les filles alors là. Et c'est comme ça que j'ai connu mon mari, non pas parce qu'il est passé par ce centre où j'étais, mais parce qu'il était revenu chez ses parents. Et donc il a été amené par quelqu'un d'autre. Et donc on s'est connus comme ça. Et puis voilà.